l'enregistrement pour pouvoir vous rediffuser. Donc bienvenue à tous au séminaire Agriculture et biodiversité, une synergie à réaffirmer. On va juste commencer par un rapide tour de table pour vous présenter qui vont être les intervenants. Et puis ensuite, on entrera dans le cœur du sujet. Donc pour ma part, je m'appelle David Granger, je suis de l'Office français de la biodiversité et je suis l'animateur national du programme Agrifaune. Et je vous expliquerai un petit peu plus loin en quoi ça consiste. Elodie, peut-être pour poursuivre. Oui, bonjour à tous. Donc, Élodie Chauvet, moi je suis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et je suis également l'homologue de David, on va dire, pour le réseau Chambre d'agriculture. Donc, j'anime le programme Agrifaune. Charles? Alors, Charles Boutour, chargé de mission biodiversité à la GTB. Et donc, je vais vous présenter un peu ce qu'on a fait pendant cette année. On t'entend de très très loin, Charles. Il faudrait peut-être te rapprocher du micro. Pas de problème, je vais me rapprocher. Donc, je Merci. disais chargé de mission biodiversité à la GTB. Merci. Benoît? Bonjour à tous, Benoît Quatremont, moi je suis agriculteur dans le département de la Marne et je suis vice-président de la GTB et en charge des dossiers environnementaux. Ok, merci. Et Théo? Oui, bonjour à tous. Théo Bouchardot, donc je suis responsable RSE en charge des sujets environnementaux et j'ai eu le plaisir d'encadrer Charles avec David et Elodie sur ce sujet-là qu'on va vous présenter. Parfait. Donc à tous, n'hésitez pas si vous avez des problèmes de connexion ou des problèmes de son à nous le manifester dans le chat. Donc je vous propose de commencer dans le vif du sujet. Donc le programme, donc l'intervention va se dérouler comme suit. Une introduction avec le contexte du partenariat, donc avec mon intervention et ensuite l'intervention de Benoît. Ensuite, la présentation de l'étude et la présentation des 9 pratiques par Charles. Ensuite, un moment de conclusion et de perspective par Théo. Et enfin, des échanges et des questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre durant la présentation. Voilà. Et donc, on essaye de vous libérer à 15 heures pour que vous puissiez reprendre le cours de votre journée. Donc, en termes de contexte du partenariat qui a précédé l'étude qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc ça, c'est des petits graphiques qui ne vous sont pas inconnus puisqu'on les utilise quand même assez régulièrement depuis plusieurs années. Un premier constat, donc à gauche, c'est l'évolution de densité de perdigoris depuis 1987. Donc on peut voir qu'il y a une dégringolade assez importante de cet indicateur. Et à droite, un graphique d'évolution des indicateurs oiseaux, donc du programme Stock depuis les années 1990. Et là, on a une chute qui est également très importante sur la courbe jaune en bas, là, principalement sur les oiseaux en milieu agricole. Donc ces deux graphiques mettent bien en évidence qu'on a une dégradation de la biodiversité et des espèces, principalement d'oiseaux, mais c'est beaucoup plus large, en déclin dans les espaces agricoles. Donc, une fois cette observation faite, on peut chercher quelques explications. Il y en a beaucoup qui sont reliés. Je ne vais pas, encore une fois, pas tous les présenter, mais on a de nombreuses causes. Ici, je vous cite l'agrandissement des exploitations, les progrès techniques, une société de consommation, la diminution de l'élevage, des assolements qui se spécialisent, bref, de multiples facteurs qui accentuent cette érosion de la biodiversité en espace agricole. Donc, face à ces deux éléments, on a 4 structures qui, en 2006, ont souhaité s'associer. Donc, l'APCA, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, la FNSEA et la Fédération nationale des chasseurs, et puis historiquement l'ONCFS et aujourd'hui l'OFB, ont souhaité s'associer pour initier un programme permettant de contribuer au développement de pratiques agricoles qui concilient économie, agronomie, environnement et faune sauvage, avec dans l'idée de se dire nos 4 structures sont structurées à l'échelle du territoire et œuvrent dans les milieux agricoles, et donc on souhaiterait vraiment pouvoir mettre en place des suivis, de la démonstration pour essayer de promouvoir des bonnes pratiques. Donc, ce programme Agrifaune préexiste donc depuis 2006.
avec des signatures de conventions cadres qui sont engagées pour 5 ans. Donc actuellement, nous sommes dans la convention 2016-2021, pour laquelle 9 thématiques prioritaires ont été identifiées. Donc là, c'est ce que vous avez sur l'image. Donc des thématiques qui semblent, qui en 2016 étaient prégnantes et sur lesquelles il est nécessaire de mettre en place des outils, des méthodes et des actions de démonstration et de communication pour porter à connaissance l'enjeu de ces thématiques. Et donc dans ce cadre-là, on a également mis en évidence que pour modifier les pratiques sur le terrain, il fallait que de nombreux acteurs, pas que les structures nationales du programme AgriFaune, mais aussi des acteurs complémentaires puissent s'investir sur le terrain pour avoir un effet croissant d'actions qui prennent mieux en compte en tout cas les enjeux de préservation de la faune sauvage. Donc c'est dans ce cadre-là que on souhaite et on essaye d'engager des discussions auprès des filières pour aussi essayer de toucher de plus en plus d'interlocuteurs de terrain. C'est dans ce cadre-là que l'AGPB a répondu à un partenariat dans le cadre d'AgriFaune. Et donc je vais laisser Benoît présenter la position de l'AGPB. Merci David. Effectivement, tu as déjà dit beaucoup de choses, mais sur le partenariat, et c'est à voir, parce qu'on a toutes les questions, et puis pour ceux qui ont vu les plaquettes et toutes les fiches qui ont été éditées là, ces dernières semaines, question qui remonte, c'est tiens, pourquoi la GPB, pourquoi les céréaliers se préoccupent particulièrement, alors là, en l'occurrence, de ce sujet de biodiversité. Je crois que c'est une question de fond, mais qui est générale à toutes les filières agricoles. Alors, évidemment, on est souvent montré du doigt. Je dis sur l'agriculture en général, il n'y a pas que les céréaliers, sur beaucoup de domaines. Et puis la question, et David a montré quelques graphiques là, en voyant justement la baisse notamment de biodiversité dans les. Là, on va parler des grandes parcelles, des parcelles des céréales. Depuis 90, alors évidemment, c'est multi-causes, il y a beaucoup de choses. Mais en tout cas, on ne peut pas rester sans rien faire. Et on dit souvent, voilà, on est attaqué, mais on voit bien qu'il y a aussi une vraie réalité des choses et il y a surtout des points sur lesquels on peut agir efficacement. Donc c'est par rapport à toutes ces solutions-là et toutes ces questions-là, on peut essayer d'amener des solutions et de dire, voilà, en tout cas, nous, on doit y travailler. Donc le partenariat qui a été fait, il a dit entre les différentes composantes, notamment de la FNSEA, et tout particulièrement la GPB et l'OFB, c'est dans ce cadre-là. Et pour revenir, vous avez sur le diapo, vous avez un point essentiel qui est, alors je n'ose pas dire un point de départ, mais en tout cas un point qui nous a amené beaucoup de choses sur tous ces sujets environnementaux, c'est le projet stratégique de la GPB. Pour ceux qui ont suivi un peu, en 2019, en fait, on a décidé d'ancrer le monde céréalier, la GPB, d'aller vers de la certification environnementale. Alors, pour toutes les raisons possibles imaginables, là, on va pas refaire le débat, mais d'abord parce que c'est une réponse aussi à toutes les attentes de la société. On nous demande beaucoup de choses, on nous montre du doigt parfois, on a beaucoup d'attentes de notre part, mais quand on explique que finalement l'agriculture française elle est quand même pas déconnante par rapport à ce qui se fait dans le monde, on nous dit ok, comment vous êtes capable de le prouver? Or aujourd'hui, pour le prouver, il n'y a pas 36 000 solutions. On parle de la certification environnementale. On n'aura pas le temps d'y revenir, mais derrière, il y a aussi la future PAC qui se dessine certainement dans ce cadre-là et avec la certification environnementale sur une partie, notamment pour pouvoir avoir une certaine partie des aides. Donc, ça fait partie du sujet dans ce sens-là. Et puis derrière, pour revenir plus particulièrement sur cet aspect biodiversité, en fait, tout le travail qui a été fait, c'est de dire, voilà, maintenant, on a un constat, comment, quand on est céréalier dans un pays comme la France, comment on est capable de rester compétitif économiquement, et puis d'avoir des pratiques qui permettent, alors un meilleur respect, en tout cas le plus de respect possible de l'environnement, et tout particulièrement des pratiques qui permettent d'améliorer la biodiversité. Parce que là, quelque part, on pourrait dire, bon, on fait une situation de stagnation. Non, l'objectif, c'est d'améliorer, et sans bouleverser forcément les choses, et c'est de s'adresser à un certain nombre d'agriculteurs et de céréaliers. Alors, évidemment, c'est dans un cadre de volontariat. Il n'y a pas de, mais vous allez voir derrière, sur toutes les présentations qui vont vous être faites par David, Charles, notamment, et puis Théo, sur toutes ces pratiques. Il y a des choses qui sont extrêmement simples, parfois que les agriculteurs pratiquent déjà, alors plus ou moins bien, et puis d'autres qui vont un peu plus loin. L'objectif, c'est d'essayer qu'on soit efficace, efficient sur la biodiversité à venir dans nos grandes plaines. Et puis voilà, et puis vous avez la dernière ligne, c'est le travail qui a été fait entre la GPB et l'OFB.
Je pense que ça amènera certainement d'autres partenariats derrière, d'autres choses, mais en tout cas, on va voir comment ça peut être repris. Et puis, c'est l'importance aussi d'un webinaire comme celui d'aujourd'hui, de pouvoir communiquer. Alors, je ne sais pas combien il y a de personnes qui y participent, hein, je pense qu'il y a quand même pas mal de monde, mais beaucoup de techniciens, beaucoup de gens qui sont impliqués dans le conseil auprès des agriculteurs. Ben voilà, ça peut permettre d'avoir un travail aussi pour vous, de le faire passer auprès des agriculteurs par les chambres d'agriculture, par les coopératives, par tous les biais possibles et imaginables, pour qu'on essaye de pouvoir répondre à ces attentes-là. Et puis derrière, on parle des attentes de la société. Presque pour moi, l'aspect le plus important, c'est que moi, je suis agriculteur avant tout, et que c'est mon cadre de vie autour de moi, ma ferme, elle est évidemment dans la plaine, même si voilà, il y a des haies, il y a des bois, il y a des choses qu'on est obligé d'aménager parce qu'on a besoin aussi de rentabilité économique, mais derrière, comment on est capable aussi d'améliorer notre cadre de vie, et la biodiversité, elle en fait partie, en tout cas l'environnement. Voilà en quelques mots la présentation que je souhaite en faire. Merci Benoît. Du coup, suite à cette présentation introductive, je vous laisse la parole du coup à Charles qui va rentrer dans le vif du sujet et qui va vous présenter dans un premier temps l'étude et ensuite le guide des 9 pratiques qui vient de paraître. Charles, je te laisse la parole. Merci David, merci Benoît. Rebonjour à tous. Maintenant, je vais du coup vous présenter le fruit de ces 3 dernières années de travail. Voilà, parce que le travail que je vais vous présenter aujourd'hui, on a commencé à y réfléchir en 2019, lors de ma dernière année d'études, où en fait, avec mon maître d'apprentissage de l'époque, et puis David, on s'était dit, voilà, on était parti du constat qu'il y avait un gros manque de connaissances au niveau des instances nationales de ce que faisaient les agriculteurs réellement sur leur exploitation en matière de pratiques pour favoriser ou concilier tout du moins les enjeux économiques et biodiversité. Et donc l'idée derrière ça, c'était vraiment de faire remonter le savoir-faire des agriculteurs, en sachant que c'est un sujet qui me tient assez à cœur parce que je suis moi-même fils d'agriculteur, donc c'est un sujet qui me tenait tout particulièrement à cœur. Donc on s'était posé 2 principales questions. La première, quelles étaient concrètement les pratiques favorables à la faune sauvage mises en place par les agriculteurs pionniers qui répondent à la fois aux contraintes agronomiques, économiques et environnementales. Et dans un second temps, il y a une seconde question qui nous paraissait pertinente. C'était est-ce que celles-ci sont pertinentes d'un point de vue technico-économique et environnemental? Donc par rapport à ça, on s'était voilà les 2 questions qu'on s'était posées. Au niveau de la méthodologie, de la méthode utilisée, voilà comment nous avons procédé. Alors, ça s'est déroulé en 2 temps. Dans un premier temps, on s'est basé vraiment sur le recensement, donc qu'est-ce que faisaient les agriculteurs chez eux, puis l'évaluation. Pour la première étape, pour le recensement, on avait fait appel au travers des différents réseaux, donc réseau du programme Agrifaune, réseau OFB, AGPB, FNSEA, pour avoir des contacts d'agriculteurs sur le terrain, parce que nous, on ne pouvait pas connaître tout le monde, pour ensuite leur poser des questions. Ensuite, dans le cadre de cette, pour leur poser des questions, on en a enquêté à peu près une centaine, où du coup on leur a demandé qu'est-ce qu'ils mettaient en place sur leurs exploitations, à quoi ressemblait leur exploitation, quelle culture ils faisaient, et ainsi de suite, et aussi pourquoi ils le faisaient et quelles étaient leurs motivations à le faire. Donc voilà, et ensuite on avait décidé d'aller chez les 25 agriculteurs qui avaient le plus d'expérience et qui étaient aussi qui avaient du temps pour pouvoir nous recevoir, pour bien comprendre l'aspect qualitatif des choses et apprendre l'aspect la finalité et l'aspect vraiment qualitatif de comment elle est mise en place sur l'exploitation, où, quand, comment et de quelle façon. Et dans un second temps, du coup, ce qui nous paraissait intéressant, c'était vraiment de les évaluer. Donc, pour les évaluer, on s'est basé sur 2 types de littérature. Une littérature plutôt, dans un premier temps, plutôt scientifique, donc qui est Conservation Evidence, qui est une revue systématique britannique, pilotée par un collège de 8 experts internationaux, qui, dès lors qu'il sort une étude sur la biodiversité et l'agriculture notamment, va attribuer une note à la pratique pour déterminer la pertinence de celle-ci. Mais également la littérature plutôt technique pour bien comprendre, pour se baser vraiment sur les documents de vulgarisation qui étaient préconisés sur
sur Agriphone. Donc tout ça pour évaluer du coup ce que les agriculteurs pouvaient nous dire. Donc maintenant au niveau des résultats, alors qui étaient ces agriculteurs? Donc on peut voir sur la partie gauche de votre écran la répartition des agriculteurs par système de culture. Donc on peut voir que sur les 100 agriculteurs, il y en avait à peu près 80 à 83 qui étaient en conventionnel, dont à peu près 58 qui étaient des producteurs de grandes cultures uniquement. Il y en avait 14% qui étaient en agriculture biologique, donc élevage et grande culture biologique inclus, et à peu près 5% qui se trouvaient en viticulture, arboriculture. Sur la partie de droite, vous pourrez voir la répartition de ceux-ci au niveau de l'espace. Donc là, on peut voir qu'ils sont quand même assez regroupés vers, on va dire, la zone bassin parisien nord, donc plutôt des zones de plaine. Et on va dire que c'est un biais assumé, en sachant que c'est des zones quand même, ce qui correspond bien du coup avec la présence assez forte d'agriculteurs en grande culture, et en sachant que sur ces zones, c'est peut-être l'une des zones mais avec le plus fort levier d'action, et c'est ce qui nous paraît, c'est vraiment du coup pour le coup un biais assumé. Ensuite, au niveau de la motivation, les agriculteurs ce qui nous paraissait intéressant, c'était vraiment de recenser quels étaient du coup qu'est-ce qui les menait à faire ce genre d'efforts sur leurs exploitations. Donc la première qui est ressortie, donc comme l'a dit Benoît en introduction, c'était notamment parce que la plaine, c'est leur cadre de vie. C'était leur bureau, et entre guillemets, avoir une plaine vivante où ils croisent des petites faunes, des insectes, c'était quelque chose qui les intéressait vraiment. Pour à peu près, donc là 70%, enfin pour à peu près 70% d'entre eux. Idem pour on va dire une moitié. Il y en avait donc là pour une moitié d'entre eux, 50, ils avaient un intérêt de biodiversité fonctionnelle. Ils cherchaient à développer les populations d'auxiliaires sur leurs exploitations pour par exemple utiliser, quand des années où ça va bien, ne pas utiliser certains insecticides et autres. Et pour une moitié du coup qui était chasseurs, ils voulaient conserver une population viable d'espèces chassables, enfin d'espèces de petites faunes chassables sur leurs exploitations. Donc, qu'est-ce qu'il en est sorti du coup de ces différentes enquêtes-là? 87 pratiques différentes. Et dans le cadre de la stratégie de la GPB, l'OFB et la GPB se sont rencontrés et ont décidé de travailler à la massification de 9 pratiques, qu'on va vous décliner par la suite. Et donc, à la suite de ce webinaire, si vous avez encore des questions, on sera apte à vous répondre, ou alors vous pourrez trouver les brochures sur les différents sites internet. Mais avant ça, pour répondre aux deux questions qu'on s'était posées, donc quelles étaient les pratiques mises en place par les agriculteurs? Donc, il y en a 87. Pareil, si vous êtes intéressé pour avoir les 87, vous pouvez aller sur le site Agriphone. Il y a mon mémoire de stage qui est en ligne, donc vous pouvez le télécharger, il n'y a pas de problème. Là, on va vous faire le focus sur les 9 qui sont symboliques pour les grandes cultures. Et ensuite, était-elle pertinente d'un point de vue technico-économique, environnemental? Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que d'un point de vue environnemental et biodiversité, il n'y avait pas de souci, il y avait tout ce qu'il fallait. Par contre, d'un point de vue technico-économique, c'était un peu le parent pauvre qui est ressorti de notre étude, c'était un peu le parent pauvre, ce qui peut expliquer aussi pourquoi certains agriculteurs peuvent avoir un peu des réticences à les mettre en place, parce qu'il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'étude d'impact sur la mise en place de telle ou telle pratique sur leur revenu direct. Donc là maintenant, je vais passer du coup à vous présenter du coup le guide ou le recueil des 9 pratiques. Donc depuis un an, nous nous sommes attelés à rédiger ce document, donc qu'on voulait qu'il soit à la fois accessible, clair et précis pour les agriculteurs eux-mêmes, mais aussi pour les différentes instances nationales, afin que tout le monde puisse bien comprendre les tenants et aboutissants de chacune des pratiques, en sachant que derrière il y avait un objectif de massification de celle-ci. Et on a essayé aussi du coup pour combiner différents thèmes. Donc on a alterné à la fois des retours d'expérience d'agriculteurs, des avis d'experts reconnus français là pour le coup, reconnus français au niveau sur les questions de biodiversité, et des preuves scientifiques. Donc pour vraiment varier les différentes sources de celui-ci. Pour vous présenter le guide, donc le guide est composé de 9 fiches techniques qui sont structurées de la même façon, avec dans un premier temps des éléments de contexte, donc les objectifs de la mise en place de telle ou telle
pratique avec également la définition de celle-ci si c'est pas forcément explicite. 2, du contenu scientifique et technique avec des retours d'expérience, la méthodologie de comment le mettre en place sur l'exploitation. Et ensuite du contenu vraiment plus opérationnel. Donc c'est savoir, voilà, j'ai compris comment ça fonctionne, comment moi sur mon exploitation je le fais concrètement pour le mettre en place. Donc maintenant je vais vous présenter donc les 9 fiches une par une à la suite. Donc la première, c'est tout ce qui travaille sur l'optimisation des bords de champ. Donc comme vous pouvez voir, les bords de champ, c'est entre guillemets, c'est la limite naturelle d'une parcelle, de la parcelle cultivée avec un environnement adjacent, donc ce qui peut être une route, un chemin ou voilà. Et donc l'idée, c'est des aménagements qui sont naturellement présents sur toutes les parcelles agricoles. Et l'idée, c'est avant de vouloir en mettre partout, avant de vouloir en recréer, c'est déjà optimiser ces surfaces-là. Donc c'est de passer en fait d'une bordure qui ressemble à celle de gauche, qui est à la fois problématique pour l'agriculteur parce que c'est souvent des réservoirs d'adventices qui vont par la suite, parce que comme c'est entre guillemets surface mise à nu, ça va favoriser la levée des adventices pionnières type régras, vulpin, donc c'est les plantes les plus problématiques en espace de culture. Donc l'idée c'est de utiliser cet espace-là par une flore qui nous enquiquine pas. Donc plutôt des fleurs, une flore pérenne à base de fleurs et du coup qui peut répondre à plusieurs autres enjeux. Donc créer un réservoir pour les auxiliaires, les insectes, mais également zone refuge pour tout ce qui est petite faune de plaine. Donc voilà, c'est avoir une bordure comme sur la photo de droite. Et donc pour passer de l'un à l'autre, bon, la photo de gauche, on va dire que c'est l'extrême. Mais avant ça, le plus important, c'est de passer par l'étape diagnostique. Il y a 2 outils qui existent là-dessus. Donc soit l'outil éco-bordure, soit l'outil typologie des bords de champ. En fonction du résultat du diagnostic, on en déduira la modalité de gestion. Donc, donc en général, quelques essimages à des périodes clés suffisent pour, entre guillemets, détruire les graines des futurs adventices pour laisser la place aux plantes qu'on souhaite se développer. Et au bout de quelques années, avoir favorisé les types de plantes qui nous intéressent, l'état de la bordure devient optimum. Et donc, on n'a pas besoin de l'entretenir, notamment en période estivale. Dans les cas les plus extrêmes, ce qui est pas du tout recommandé, c'est le resemis. Si vraiment la bordure est dans un état la flore est vraiment dégradée, là, il faut envisager le resemis pour réimplanter une flore vraiment intéressante. Donc là, pour avoir plus d'informations, vous pourrez le retrouver dans la fiche numéro 1 de la brochure. Ensuite, c'est tout le travail avec la mosaïque culturale. Donc là, je vais vous présenter de façon théorique comment les espèces utilisent l'espace au cours d'une année. Donc, par exemple, vous allez prendre en hiver, disons que les labors d'hiver sont faits, les engrais verts commencent à être détruits. En général, les insectes et les oiseaux seront principalement présents dans les champs de colza. C'est l'une des cultures à l'époque de l'année où la biomasse est la plus importante, donc le potentiel d'abri le plus grand. Ensuite, arrivé au printemps, donc la pré-période de reproduction, les oiseaux, les insectes vont plutôt se déplacer dans la parcelle de céréales pour y installer leur nid et préparer leur reproduction. Ensuite, arrivé la période une fois la moisson passée, ces espèces-là vont partir des céréales pour aller dans les cultures relais, qu'on appelle du coup betterave sucrière, maïs grain, pommes de terre, lin et autres, des cultures qui sont encore en place, qui peuvent faire le relais jusqu'à ce que les couverts d'interculture ou alors les chaumes prennent le relais. Et pendant toutes ces périodes de transition-là, où des fois il peut y avoir un manque de couverts et autres, c'est vrai que certains aménagements bien placés à bon endroit peuvent faire le relais et vraiment être vraiment très pertinents. L'idée derrière ça, c'est pas de vous dire qu'il faut cultiver 8 espèces sur une exploitation, c'est pas ça l'idée, c'est juste, pour les questions de biodiversité, c'est vraiment travailler à l'alternance des cultures dans l'espace. Donc, là, comme on peut voir avec 3 cultures, ça permet de répondre à l'ensemble des besoins des espèces sur une année. Ou bien les aménagements, ça se fait assez bien. Idem pour les insectes pollinisateurs ou les abeilles. Par exemple, dès le mois de février, il y aura les premiers noisetiers qui vont être en fleurs. Ensuite, elles vont aller sur les colzas pour fleurir. Ainsi de suite, les tournesols. Et du coup, sur l'année, ils auront quasiment du coup à manger et à boire toute l'année. Ensuite, tout ce qui va être aménagement favorable aux auxiliaires et à l'ensemble de la biodiversité. Donc là, au travers des différents retours qu'on avait pu avoir, il n'y avait pas un aménagement qui ressortait plus qu'un autre. C'était vraiment une diversité, c'est ça qui était intéressant. Donc ça allait de la bande enherbée, entre guillemets, la plus simple et la plus
la plus vulgarisée, donc bande enherbée type dactyle luzerne, à des couverts type le couvert mellifère ou faune sauvage qui étaient soit annuels, pluriannuels. Il n'y avait pas vraiment de normes là-dessus. C'était certaines associations qui avaient plusieurs types. Et ça pouvait être aussi tout ce qui allait être des haies, des buissons, avec souvent là ce qui sortait, c'était des compositions assez diversifiées, pas une mono-espèce, souvent en double triple rang, avec présence du pied de haie, donc vraiment pour jouer sur les trois strates importantes, et pour justement, avec l'idée de cette diversification d'espèces, aussi bien arboricoles qu'herbagères, c'était vraiment jouer sur la diversité de ressources alimentaires pour les insectes sur l'ensemble de la période de l'année, ce qui est aussi indispensable pour avoir une régulation optimale par exemple, des ravageurs par les auxiliaires. Mais il y avait également la présence de bandes à objectif de production de biomasse, type miscanthus, taillis confrontation, souche grasse, dans une idée de valoriser aussi les surfaces en prise par entre guillemets, un aménagement de culture qui peut avoir un revenu économique. Ensuite, il y avait tout ce qui était travail sur l'entretien des zones herbacées. Donc tout ça pour limiter, enfin tout du moins pas éviter, mais limiter ou éviter les entretiens à des périodes sensibles pour l'ensemble de la biodiversité, donc la faune sauvage, les insectes. Donc les agriculteurs nous avaient fait remonter plutôt à peu près 4 grands types d'alternatives au broyage standard comme peuvent faire les gens d'entretien des voiries. Bah, c'était vraiment entretenir haut à plus de 40 cm, en gros faire un essimage, essimer les adventices, ou alors faire un entretien sélectif des zones à problème, donc uniquement sur les ronds de chardon par exemple, ou alors si la composition le permet, c'était faire un entretien uniquement hivernal ou automnal, au moment où il n'y a plus de reproduction ni d'insectes ni d'oiseaux. Ou alors, quand c'était possible et que ça ne dérangeait pas l'agriculteur, c'était de faire un entretien qu'une fois tous les 2 ans, par exemple. Comme on peut voir sur la photo du milieu, où on voit, c'est là, on situe une bande enherbée, en plein mois de mars. Donc, pour vous dire, la biomasse présente, ça n'a pas du tout été entretenu de l'année, quoi. Ensuite, c'était tout ce qui était protection de la biodiversité au moment des travaux agricoles. Donc, pas uniquement au moment des fauches, qui est assez connu au niveau des fauches de fourrage, mais également au niveau des moments des déchômages, au moment même de la moisson pour certains, qui avaient installé des barres d'effarouchement sur leur marge de tracteur quand ils déchômaient, quand ils broyaient leur couvert ou des choses comme ça. Donc voilà, pour dire que à chaque fois qu'ils mettaient un tracteur dans le champ, il pouvait y avoir la potentielle mortalité. Donc pour limiter ça, bah, c'était soit l'utilisation de barres d'effarouchement par exemple, mais aussi c'était maintenir une vitesse raisonnable, enfin voilà, ou alors un sens de travail à ne pas créer de pièges mortels et regrouper tous les animaux vers le centre de la parcelle et créer un piège mortel lors de la dernière passée. Donc ensuite, c'était tout ce qui était travail aussi au niveau du maintien des chaumes pendant l'interculture, parce que les chaumes les chaumes de céréales sont un habitat vraiment clé pour un certain nombre d'espèces inféodées aux espèces de grandes plaines agricoles, comme l'accueil des blés que vous pouvez voir au milieu de votre écran, ou même l'alouette des champs ou la perdrix grise, qui sont du coup des espèces, elles, en plus emblématiques de la plaine agricole, ont vraiment besoin du coup des chaumes pour terminer des étoiles droites pour terminer leur cycle de reproduction. Donc pour ça, il y avait plusieurs techniques qui nous avaient été remontées. C'était soit du coup une technique plutôt du sud de la France, c'était faire du semis de trèfle à la volée en mars, ou alors dans le dernier mois avant moisson, plutôt à base de trèfle, enfin petites légumineuses, afin d'avoir l'intérêt d'avoir un couvert déjà installé au moment de la moisson. Donc comme ça, il n'y a pas de déchômage à faire. Ou alors faire du semis en direct dans les étoiles. Mais donc qui du coup répond à plusieurs enjeux, l'enjeu à la fois biodiversité, mais aussi à l'enjeu couverture des sols et captation des ions nitrates dans le sol. Donc ça, c'était assez intéressant. Et mais ça, c'était pas forcément applicable partout, parce que des fois, les agriculteurs étaient obligés, ils me disaient, bah, je peux pas faire tout ça tous les ans, parce que des fois, au vu du précédent de la parcelle, je pouvais pas, parce que c'était déstructuré, ou alors si j'avais vraiment trop de problèmes de salissement, il faut absolument que je fasse des fossiles. Mais bon, voilà, il n'empêche que c'était quand même une alternative assez souvent remontée. En plus de ça, ça a l'intérêt que le maintenir un couvert en période estivale, c'est que ça permet de stocker aussi du carbone. Donc d'après l'INRA, ça permettrait de capter 126 kg de carbone par hectare et par an. Donc c'est un avantage en plus. C'est un enjeu supplémentaire qui est coché par ceci.
Ensuite, c'est tout ce qui est, on va dire, l'organisation du parcellaire. Là, c'est pareil, revenir à la situation des années. Donc là, vous pouvez voir sur votre sur la carte photo aérienne de 1950, il y a une parcelle qui fait à peu près 38 ou 40 hectares, située en pleine de grande culture. En 1950, il y avait 24 parcelles, avec estimé à peu près 7,2 km de lisière. Parce que les lisières c'est ce qui est le plus important pour les espèces de petites faunes de plaine, c'est la lisière. Parce que notamment les oiseaux comme la perdrix grise ou quoi ne pourront s'installer que dans les lisières de céréales. Donc les lisières sont primordiales. Les remembrements faisant que, en 2000, cette même îlot-là ne représentait plus que 2 parcelles, avec plus que seulement 3,2 km de lisière. Donc on passe à un ratio à l'hectare de 180 mètres de lisière à l'hectare à un ratio de 80 mètres. Et l'agriculteur actuel, quand il a repris du coup en 2013, lui, il a décidé de redécouper son parcellaire à la fois dans une idée de développer cet effet lisière qui est indispensable pour les espèces de petites faunes de plaine, mais également lui dans un outil de gagner du temps. Ce serait complètement utopique de vouloir retourner à la situation des années 50 dans la situation actuelle. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a découpé du coup son îlot de 38 hectares en 3 parcelles d'à peu près la même surface, en prenant un multiple de son outil le plus large de son exploitation, donc qui était le plus V. Donc il a pris voilà, des parcelles qui font entre 150 et 190 mètres de large, en intercalant entre chacune de ces parcelles des bandes enherbées. Et en plus de ça, vous pourrez voir sur la photo de droite qu'il y a, il y a un angle. Je ne sais pas si vous voyez mon pointeur. Il y a un angle dans la parcelle en bas à gauche. C'était une zone on va dire, qui lui posait problème à chaque période de l'année, enfin, toute l'année. Donc il a décidé de l'aménager pour gagner du temps à lui. Euh, cette zone-là, voilà exactement, pour la laisser en aménagement, comme ça lui fait 3 parcelles qui sont bien rectangles et il ne perd pas de temps d'un point de vue efficacité. C'était d'autant mieux. L'avant-dernière, donc c'était tout ce qui était couverture du sol. Donc de quoi parle-t-on par couverture du sol? C'est le maintien d'une végétation vivante ou morte à la surface du sol. Il y a l'avantage de favoriser tout ce qui est la petite faune du sol, donc notamment la faune du sol à l'intérieur de celle-ci, donc tout ce qui va être terre de terre, micro-organismes et autres. Et ça va également permettre de la protéger des agressions du climat, aussi bien les sécheresses extrêmes que les fortes périodes orageuses. Ça va permettre aussi de stocker la matière organique en surface de celle-ci, donc à terme d'augmenter son stock de carbone. Ça va améliorer la conservation de l'eau à la surface de celui-ci, notamment en été, ce qui est quand même pas des moindres par les temps qui courent. Et ça permet aussi d'avoir une meilleure infiltration d'eau, donc une baisse de l'érosion. Et pour terminer, la dernière pratique, c'était tout ce qui était aménagement au niveau des bâtiments d'exploitation. Donc ça pouvait passer par l'implantation de différents nichoirs, donc nichoirs à rapaces, nichoirs à passereaux, à chauves-souris, combinés avec des perchoirs pour installer en plaine. Donc c'était des petits aménagements là pour le coup, qui n'étaient pas très comment dire, compliqués à mettre en place, mais qui pouvaient avoir un réel intérêt comme l'intérêt des nichoirs à rapaces dans les corps de ferme, ça peut être notamment nettoyer, limiter la profusion de certains ravageurs type micro-mammifères et autres. Moi, j'en ai terminé. Je vais laisser la parole à Théo pour la conclusion. Oui, merci Charles. Écoutez, pour qu'on ait le temps un peu de débattre, je voulais simplement déjà remercier Charles pour le travail et puis le saluer pour ce gros travail d'expertise. Vous l'avez compris, hein, c'est un travail qui se veut pédagogique, pragmatique, où nous sommes allés voir ce qui se faisait sur le terrain. Il y a des retours d'expérience. Vous avez vu, c'est pas forcément que des innovations de rupture. Ça va de la réorganisation parcellaire à l'utilisation de matériel spécifique ou des aménagements simples ou plus compliqués. Ce qu'on voulait vous expliquer aussi, c'est que c'est bien s'il y a plusieurs de ces pratiques qui se font sur l'exploitation, mais ça se veut volontaire et surtout progressif. Et enfin, ce que nous voulons partager avec vous, c'est il y a cette logique d'appropriation par un plus grand nombre, de massification, comme l'a exprimé Benoît Piétrement. Et puis tout de suite, pour répondre à une question qui a été posée dans le chat, hein, pourquoi pas les ONG, pourquoi pas la LPO tout de suite? Parce qu'aujourd'hui, on essaye de construire un discours commun, un socle
socle commun de pratiques qui marchent et qui viennent du terrain. Avec ce webinaire et avec l'ensemble des partenaires, aujourd'hui avec ce webinaire, c'est un porté à connaissance. Et demain, on a l'ambition de développer sur le territoire l'ensemble de ces pratiques via les conseillers, les techniciens et avec des partenariats sur le territoire, notamment avec des ONG. Donc voilà un petit peu le pourquoi de ce webinaire, de vous expliquer un peu où nous en sommes aujourd'hui. Et puis, c'est le début, c'est comment on mobilise aujourd'hui la filière grande culture via les céréales à paille pour essayer de mieux prendre en compte le savoir-faire des agriculteurs qui étaient hier précurseurs et quel est le discours qu'on essaye de mettre en place pour essayer de rediscuter, de reavoir un discours auprès des riverains, des consommateurs, des clients dans cette logique de filière. Voilà un petit peu ce que nous voulions partager avec vous. David, je te relaisse la parole pour organiser le débat que nous aurons dès à présent. Merci à tous. Parfait, merci à Charles, Théo et Benoît. Je le répète pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, on a l'outil de chat donc, qui est disponible en bas à gauche pour poser vos questions. On en a répondu à une partie en live, mais pas à toutes. Donc on va reprendre celle qu'on a laissée en suspens. Et Elodie, tu me compléteras. Oui. Donc on a répondu à la question sur l'intégration des ONG. Tout simplement, historiquement, les ONG n'avaient pas répondu à l'appel qui avait été lancé. Aujourd'hui, on est sur un réseau qui fonctionne et on est plutôt effectivement dans un objectif de chercher à mutualiser peut-être des réseaux existants pour harmoniser les discours plutôt que de modifier entièrement le partenariat et peut-être fragiliser un fonctionnement qui est ce qu'il est, mais qui en tout cas semble aujourd'hui correspondre à un besoin. Ça, c'était le premier point sur les ONG. Sur les territoires, donc on y a répondu, on est impliqué à l'échelle nationale quasiment dans 70 départements. Pourquoi il y a des zones, pourquoi il y a des trous? Tout simplement parce que localement, les partenariats agricoles synégétiques ne fonctionnent pas toujours, parce qu'il y a des enjeux qui peuvent être plus prégnants que ces questions, que les questions portées par le programme Agrifold. Donc voilà, il y a toujours une notion de recherche de partenariat et donc de discours, de créer des instances de dialogue et des fois ça met du temps à être concrétisé. Et donc on n'a pas forcément tous les départements engagés aujourd'hui dans Agrifold, mais c'est très mouvant. Et tous les ans, dans le cadre de conventions, de nouveaux partenariats peuvent être tissés. Concernant la question de Jean-Luc Duré sur la séparation vente et conseil, alors aujourd'hui, donc sans se focaliser sur cette loi de séparation, mais le fait d'avoir intégré, enfin d'avoir dans notre partenariat l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, l'objectif c'est effectivement d'avoir ces conseillers agricoles sur le terrain qui accompagnent les agriculteurs. Alors il pourrait y en avoir d'autres effectivement, des conseillers des coopératives et ainsi de suite. C'est pour ça que on essaye de mettre au point des outils, comme on vient de le faire avec l'outil qu'on vous a présenté, qui permettent aux conseillers sur le terrain, le plus largement possible, d'avoir des outils, des méthodes qui permettent de les accompagner dans les conseils qu'ils prodiguent au quotidien. Et on peut aussi mettre en place des formations ou ces choses-là, mais on va dire que on reste ouvert pour accompagner au mieux ces effectivement prescripteurs de la plaine agricole pour avoir des discours communs et des orientations communes pour aller vers la préservation de la biodiversité. On avait une question de Gaëtan sur... Alors là, je vais laisser la parole à Charles. Est-ce que dans le cadre de ton questionnaire, Charles, les exploitants ont mis en avant une baisse de l'IFT comme motivation ou comme résultat de leur pratique? Alors oui, ça arrivait. Ils se rendaient compte, une baisse de l'IFT en général, c'était pas eux qui le calculaient, mais eux, en tout cas, ce qu'ils ont pu nous dire, c'est que
ils se rendaient compte que dans certains secteurs, certaines années, ils pouvaient faire l'impasse sur certains insecticides. Enfin, c'était vrai il y a certaines années, mais depuis quelques années, c'est devenu un peu plus compliqué, quoi. Mais oui, enfin, les aménagements aident avec une certaine protection phytosanitaire, permet, oui, de faire baisser les IFT. Mais ils avaient quand même besoin notamment en traitement de semences, ils en avaient quand même besoin, quoi. Ok, donc j'espère que ça répond à Gaëtan, sinon tu reposes la question. Élodie, j'ai pas vu les dernières questions. Est-ce que Oui, non, moi j'en ai noté deux en plus là. Une première, c'est pourquoi l'enjeu de biodiversité flore spécifique aux moissons n'est-il pas pris en compte dans l'étude, ni même cité, parce que les plantes messicoles, elles font l'objet donc d'un PNA coordonné par le MTE sur 102 taxons de la liste nationale 32 et sont menacées de 32 pardon, sont menacées de disparition ou quasi menacées et 19 sont prioritaires pour l'action publique. Charles, est-ce que par rapport aux indicateurs que tu as choisis dans l'étude, C'est vrai que les messicules, tout du moins l'enjeu n'était que peu ou pas connu par les agriculteurs qui, on va dire que c'était pas le genre de choses. Ils se rendaient compte qu'il y avait une certaine disparition de la flore, mais par contre, les mesures à mettre en place, ils savaient pas trop comment faire, quoi. Une question de Henri Aquin, qui me semble assez intéressante sur je suis agriculteur, très partant pour mettre en place ces diverses pratiques. Comment et par qui peut-on être accompagné? Bah, c'est une première étape, Monsieur Aquin, aujourd'hui, comme vous l'expliquez David. Demain, euh, ça va être repris au plus près du territoire dans le cadre de conventions. Et derrière, que ce soit les organismes stockeurs, les conseillers chambres aussi, vous allez pouvoir être accompagné dans ce sens. Maintenant, David, si vous en êtes d'accord, ce type de webinaire peut aussi être développé de plus en plus si les retours sont positifs. alors effectivement, pour aller un peu plus loin, expliquer la dynamique au sein d'Agriphone, donc on est structuré au niveau national et chacun des partenaires nationaux est structuré de la même manière avec des échelons régionaux et des échelons départementaux. Et donc sur le terrain, l'idée c'est de se rapprocher de la Fédération départementale des chasseurs et ou de la Chambre départementale d'agriculture pour voir avec eux s'ils mettent en place une convention Agriphone. Alors cette question-là, on pourra vous la donner également si vous le souhaitez. Et après, voir comment votre exploitation pourrait euh, être intégrée à un programme Agriphone. Et après, la mise en place des pratiques, une fois telles qu'elles sont décrites dans le guide, ben, vous pouvez après les mettre en place de manière autonome et après revenir éventuellement auprès des animateurs de cette réunion pour avoir des idées et des précisions. Mais voilà, il y a différentes échelles de mise en place, à mon avis. Alors, est-ce qu'on a... Élodie, est-ce qu'on a... Oui, j'ai noté d'autres questions. La première, donc, mis à part l'outil développé sur les bordures, existe-t-il d'autres outils ou méthodes permettant d'accompagner les agriculteurs sur ces enjeux de biodiversité? Alors, spécifique au bord de champ, parce que du coup, il y a deux notions dans la question. Focus sur une pratique et un linéaire, une trame qui sont les bords de champ, et les pratiques favorables à la biodiversité. Alors, il y a bien évidemment pas que le programme Agriphone qui travaille sur le développement d'outils et de méthodes. Il y a plein d'autres acteurs qui s'y intéressent. Nous, on a fait le choix effectivement de développer des outils là où on avait identifié des manques. Alors, je ne connais pas l'ensemble des outils qui sont développés par tous les partenaires. Ce que je vous encourage à faire, c'est d'aller voilà, visiter le site internet Agriphone pour savoir sur l'ensemble des thématiques qu'on traite les outils disponibles.
et ensuite prendre contact, encore une fois, comme je le précisais, soit avec des interlocuteurs locaux, chambres, fédération départementale des chasseurs, ou revenir vers nous pour des compléments. Mais on va dire que d'une manière générale, la biodiversité, l'agroécologie, en son sens large, est d'actualité chez de nombreuses structures et effectivement de nombreux outils complémentaires peuvent être déployés sur le terrain. Mais là, encore une fois, j'ai pas connaissance de tous les supports qui pourraient être utiles pour vous. Et quand on a connaissance de certains, en tout cas, on essaye de les promouvoir à travers au moins notre site internet, mais également notre newsletter. Donc, vous pouvez, n'hésitez pas à vous y abonner à travers le site Agriphone. Voilà une autre question. Comment avez-vous levé les contraintes réglementaires et techniques pour le maintien des chaumes? Par exemple, c'est couvert obligatoire jusqu'au 10 septembre en zone vulnérable, faire autoriser si sur semis, à la volée, etc., etc. Bah, justement, pour éviter, enfin, pour les zones vulnérables où ils sont obligés les agriculteurs sont obligés d'implanter des couverts d'interculture, tout l'enjeu était là de conserver les chaumes. Pardon? On t'entend pas très bien. Là, vous m'entendez mieux, non? Oui, là c'est un peu mieux. Je dis justement dans les zones vulnérables justement, l'enjeu était les agriculteurs doivent mettre en place des couverts d'interculture. Il y avait aussi un enjeu de conserver les chaumes. Donc, c'est comment faire justement pour concilier ces deux enjeux-là. Et ben, c'est comme vous pouvez retrouver plus précisément dans la brochure, mais il y avait deux techniques, soit faire du semis en direct dans les étoiles via des semoirs spécifiques, style à dents ou à disque, qui permettent d'implanter la graine sans toucher ou tout du moins en perturbant le moins possible la structure de la parcelle après moisson, ou alors du semis à la volée une semaine, soit au mois de mars, donc à l'aide d'un semoir style de limbe à la volée pour semer du trèfle, on passe tous les 12 mètres, ou alors un mois avant la moisson, avec un semoir centrifuge, type semoir centrifuge à engrais, on passe dans tous les passages de pulvérisateur et on envoie la semence à 25 ou 28 mètres ou 30 mètres en fonction de la largeur d'outils, et en espérant qu'il y ait une pluie derrière qui rappuie la graine sur le sol pour faire germer la, la, la graine et que du coup le couvert s'installe sans qu'on ait besoin de repasser après moisson, quoi. Voilà les deux. Et grâce à ça, ça permettait d'avoir un couvert en place et de maintenir les chaumes en état, donc conserver le potentiel de l'habitat comme habitat de reproduction, quoi. Ok, Merci. on a une question sur l'initiative est bonne, juste que prendre son temps par rapport à l'urgence de la part de la biodiversité, notamment des insectes. Pensez-vous qu'il faudrait passer à la vitesse supérieure? Oui, on le pense de manière unanime et c'est pour ça qu'on essaye de produire des outils qui permettent sur le terrain d'aiguiller les opérateurs techniques pour savoir comment opérer ce changement, qui n'est quand même pas simple pour les agriculteurs. Donc, et les gestionnaires, on va dire, de l'espace agricole. Donc, effectivement, il faudrait aller plus vite. Et c'est ce qu'on s'attache à faire en diffusant des outils et des méthodes qui vont permettre la mise en place concrète sur le terrain d'action. On ne peut pas changer du jour au lendemain un contexte agricole qui s'est construit en de très longues années. Donc le virage est peut-être un peu long, mais il faut effectivement bien outiller les opérateurs pour que le virage s'opère de la manière la plus opportune possible. Et pour répondre encore une fois à d'autres exemples, par exemple celle qui est citée sur le live franco-belge sur la pollinisation, eh ben je pense que la multiplicité de ces actions-là qui se veulent complémentaires n'auront qu'un impact plus grand. Et donc je suis heureux de voir que certaines études ou certaines collaborations vont encore plus loin que nous, ce qui permet d'être vraiment plus enrichissant et plus efficace sur le terrain. Pour compléter, David, Oui. ce que tu dis, c'est vrai que il existe d'autres études technico-économiques, bien sûr. L'idée
l'idée, c'est vraiment de vouloir massifier un peu ces pratiques. On en a choisi 9. On aurait pu choisir les 84. Ça fait plus de nombre, c'est plus facile. Rapproche-toi de ton Mais micro, 9, s'il te plaît. ouais, vous m'entendez mieux là? Vous m'entendez Oui, c'est mieux? mieux, merci. Je disais que on en a choisi 9. 9, c'est voilà, c'est à la fois pas suffisant et en même temps suffisamment accessible pour tous, pour que demain, le plus d'agriculteurs, en tout cas déjà les céréaliers des grandes cultures, puissent s'en saisir. Et il y a une remarque de Jean-Luc, je pense, qui dit que c'est important, qu'il faut avoir une dimension collective et locale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'adresse à vous au niveau national, mais demain, c'est bien sur le territoire que cet ensemble doit se mettre en place. Et je rebondis sur la question de Henri Aquin. Demain, l'autre objectif que nous avons derrière aussi, c'est voilà, des exploitations pilotes pour que ces pratiques, on puisse avoir des indicateurs robustes et qui puissent aussi alimenter les, les données technico-économiques. Voilà. Alors Charles, tu as dit qu'on avait de la difficulté à obtenir des données technico-économiques pour évaluer l'impact de ces actions. Est-ce qu'on a néanmoins quelques tendances, ordre de grandeur chez les agris ayant mis en place un ou des actions présentées? En données officielles, non. Par contre, en discutant avec les agriculteurs qui, par certains, mettaient en place une, deux, voire toutes les pratiques présentées, ont pu nous dire qu'ils gagnaient pas moins, ils perdaient pas plus d'argent que leurs voisins qui ne mettaient pas forcément en place. Mais par contre, de données plus officielles, il y en a pas, quoi. Mais donc c'est bien ça, tu as bien, dans le cadre de tes entretiens, mis en évidence qu'eux pouvaient avoir des réponses, mais que ces réponses-là n'existaient pas dans la littérature. Donc, on avait bien des réponses sur le terrain, mais qui n'étaient pas du coup mesurées telles qu'il serait souhaitable de le faire pour avoir des données fiables et chiffrées. Enfin, fiables, Après, chiffrées de manière plus objective. Après, par contre, ce qui était, enfin, au final, je veux dire, c'était pas ça qui mettait en péril ou pas leur exploitation, c'était pas ça le truc, mais que c'est que aujourd'hui, aussi bien les agriculteurs qui étaient très euh, engagés dans ce type de mesures-là, comment dire, ils seraient tous partants pour se faire financer, pour toucher avoir un retour économique de tous les efforts qu'ils peuvent faire, quoi. Et c'est pas pour autant que leur exploitation ne va pas économiquement, quoi. On a besoin d'une précision technique, Charles, sur réexpliquer ton principe de semis à la volée en mars. Est-ce que tu pourrais expliquer peut-être le procédé et le fonctionnement? C'est un peu vite tout à l'heure, oui. Le semis à la volée en mars, en fait, on prend un semoir de l'Inde, donc c'est la marque de l'Inde, mais un semoir où c'est pour semer des petites quantités des petites graines ou des petites quantités à l'hectare. Donc c'est des semoirs qui font 15-20 kilos ou 30-40 kilos peut-être. Et on passe souvent installé sur un quad pour éviter de trop tasser le sol et on passe, on épand donc dans la végétation, donc un peu comme sur la photo que vous voyez là. Là, c'est une photo qui a été prise en avril, mais globalement, le stade de blé qu'on voit là sur la photo, c'est à peu près le stade où en fait, du coup, on passe avec le quad, on sème, donc on épand la semence de trèfle et du coup, très souvent, enfin, pas souvent, mais la terre au mois de mars est humide. Il suffit généralement à faire germer la graine de trèfle, donc de permettre au trèfle de s'installer. Donc, dans ce cas-là, le blé a 4 mois d'avance que le trèfle au niveau stade de végétation. Donc, le blé, entre guillemets, va étouffer le trèfle où le trèfle va vivoter pendant 6 mois. Et au moment de la récolte, le trèfle est déjà installé. Et le fait qu'il, lui, voit la lumière, bah, va exploser, enfin, sa végétation va exploser et va pouvoir prendre le relais de la céréale, quoi. Après, je pense que là, c'est peut-être bien expliqué à l'oral, je sais pas, mais je pense qu'en lisant la brochure, ça pourra peut-être permettre de répondre à la question.
Et si jamais il y a encore des questions, je suis disponible par téléphone ou par mail pour y répondre encore, quoi. Une question de Laure Elisabeth sur pourrais-je avoir des infos sur le diag bordure mentionné dans le PowerPoint? Alors, je vous invite à aller effectivement sur les liens qui sont mis en évidence dans le guide méthodologique, et sinon sur le site internet Agriphone, agriphone.fr, où du coup vous avez l'ensemble des livrables et des outils qui ont été mis en place dans le cadre du programme Agriphone. Voilà, donc je vous laisse naviguer pour aller voir ça, ou revenir vers nous par mail si jamais vous n'arrivez pas à trouver l'information que vous souhaitez. J'ai noté deux autres petites questions, si on a le temps. Ouais. Donc, une première, c'est avez-vous à l'occasion de cette action recensé des dispositifs financiers locaux spécifiquement adaptés à ces actions et qui ont pu encourager en fait les agriculteurs à modifier leurs pratiques en rapport? Non, enfin, non, pas directement. Ça pouvait être via le financement de, par exemple, enfin, comment dire, l'agriculteur pouvait se faire financer, ça peut arriver, certaines de ses pratiques via la société de chasse locale qui lui finançait soit par exemple l'assurance de ses couverts, l'emprise de ses aménagements et autres. Mais voilà, c'est à peu près le seul financement qu'il y avait, quoi. D'accord. Je crois que j'ai une autre question. Oui, tout à fait. Avez-vous pour les années à venir des pistes de réflexion pour obtenir des indicateurs fiables concernant la présence de haies et une réduction des IFT, pardon. Alors l'acquisition, ça dépend du travail en fait. On a Agriphone, dans le cadre du programme Agriphone, on se veut développer ou adapter des méthodes venant de la recherche aux différents contextes agricoles français. L'acquisition d'indicateurs purs se doit d'être mis en place à l'échelon recherche, et donc nous, on n'est pas forcément toujours structuré pour contribuer, enfin en tout cas pour mettre en place ce type de suivi. On peut y contribuer en mobilisant notre réseau et en identifiant des sites qui pourraient contribuer à la remontée d'indicateurs. Mais en tout cas, dans le cadre d'Agriphone, aujourd'hui, on n'a pas forcément prévu ce type de travail. Il est 15h05. Elodie, est-ce que tu as observé des questions prégnantes? J'ai une dernière question peut-être du coup, Ok. on va la laisser en suspens. La question est, avez-vous obtenu des financements pour mener à bien des expérimentations, type plantation de haies, création de mares, pelouses mellifères, études entomophones, etc. Voilà, pour financer de grosso modo les services écosystémiques rendus par les agriculteurs. Alors ça, c'est le lien avec les PSE. Je sais pas Ouais. si toi, Elodie, ou Théo, ou même Charles, dans le cadre de l'étude, non, on n'a pas travaillé, on n'a pas obtenu de ce type de financement, mais je crois que ça a vocation à se démocratiser. Je ne sais pas si vous avez plus de billes sur l'avancée de la mise en place de ces fonctionnements-là. Elodie ou Théo, je sais pas. De mon côté, non, en tout cas pas dans le cadre d'Agriphone en propre. Après, c'est vrai qu'on sait que les paiements pour services environnementaux, ça se développe de plus en plus. Nous, on essaye dans nos développements futurs, en cas d'Agriphone, d'essayer de faire de plus en plus de liens justement avec ces types de financement pour encourager le déploiement, tout simplement, des actions Agriphone dans les territoires auprès justement des agriculteurs. Donc ça, c'est un grand enjeu, j'ai envie de dire, qu'on a pour le développement futur du programme. Financements régionaux aussi, enfin autres ou autres, ça peut être des appels à projets. Ok. Je vois
souvent des financements notamment régionaux, financements généraux. Tout à fait, les conseils régionaux, financements régionaux sont des leviers intéressants pour mettre en place ce type d'action. Écoutez, on a répondu à pas mal de questions. Je vous invite donc là sur la diapo de fin, vous avez les coordonnées des personnes qui sont intervenues. On vous enverra de toute manière le lien renvoyant sur le webinaire enregistré, éventuellement le lien aussi sur le guide et le rapport de Charles, pour que vous puissiez avoir des éléments complémentaires à l'issue de ce webinaire. N'hésitez pas à revenir vers nous pour poser des questions si vous en avez d'autres. N'hésitez pas à diffuser aussi le guide. L'objectif, c'est qu'on ait une appropriation la plus large possible pour la mise en place des méthodes proposées. Et je remercie du coup Charles pour sa présentation, Théo et Benoît également pour leur intervention, et Elodie pour avoir facilité le suivi et l'organisation, le déroulé de ce webinaire. Et du coup, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir été aussi nombreux à vous intéresser à la question. Et encore une fois, nous restons disponibles, chacun d'entre nous, pour vous accompagner au besoin. Voilà. Merci à tous. Merci. Et bonne fin de journée.